Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat consacré aux nouvelles installations sportives dans le sillage des JO. La tenue des Jeux olympiques et paralympiques a démontré qu'on pouvait monter des sites de compétition olympiques et paralympiques provisoires, transformables, flexibles. Aujourd'hui, les collectivités se confrontent à des demandes accrues de pratiques très diversifiées, une autre façon de consommer du sport, peut-être avec moins de spécificité. Euh, c'est un peu la vogue du sport sans contrainte. Enfin, on parle de ça aujourd'hui. Et de l'autre, il y a aussi des impératifs de sobriété, d'économie, de sobriété foncière notamment. Alors, nous recevons trois intervenants pour discuter un peu de ces enjeux-là. Nous avons Emmanuel Gibon, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour à tous, Emmanuel Gibon, ou Ville de Pau, communauté d'agglomération Pau, Béarn et Pyrénées. J'ai la responsabilité de la gestion des équipements sportifs sur tout le territoire de la ville et aussi des écoles. Donc une approche vraiment orientée patrimoine, aussi bien sur la mise à disposition des usagers que la maintenance, les travaux, mais aussi les projets, avec en plus une casquette de référence sur un plan de sobriété énergétique. Sylvain Quirion. Oui, donc Sylvain Quirion, moi je suis responsable national au sein du syndicat majoritaire des professeurs de PS, le SNEP FSU. On développe, nous, au sein du SNEP, une vision sur la qualité d'usage et la transition environnementale et l'idée d'allier ces deux éléments. Donc également sur la question de durabilité, de sobriété des équipements sportifs. Guillaume Schwab. Bonjour tout le monde, Guillaume Schwab, conseiller équipement sportif au sein de l'Agence nationale du sport et en charge notamment de piloter des dispositifs tels que le plan de relance axé sur la rénovation énergétique des équipements, mais également le plan 5000 équipements de sport dont vous avez sûrement entendu parler, qui est déployé depuis 2022 par l'agence. Ok. Alors, face aux besoins étendus de lieux de pratique sportive, face aux exigences de durabilité, de sobriété, euh, selon vous, acteurs du sport, collectivités, quels sont les leviers d'optimisation des usages de la ville aujourd'hui? Enfin, quel levier on dispose? Je commence par vous. Bah, déjà, commencer par dire merci les Jeux. Euh, Donner envie aux Français de faire du sport, l'objectif il a été largement atteint. On a vu que de nombreux pratiquants réinvestissent les clubs. Et ça, je dirais, ça va à l'inverse d'une tendance qu'on avait observée il y a 3 ans après Covid. Maintenant, le revers de la médaille, c'est comment on s'organise collectivité pour accueillir cet afflux de licenciés. Donc, au sein du réseau territorial de l'ANDIS, qui regroupe les collègues qui travaillent dans les différentes collectivités au niveau des services des sports, on s'est tous posé la question, ben, toi, tu fais comment? Concrètement, il y a des actions immédiates qui ont pu être mises en place, notamment sur la gestion des créneaux. Euh, Bien souvent, on était sur des créneaux d'une heure et demie, 1h45, voire 2 heures. Donc, ça a été de réduire la plage horaire de créneaux pour avoir plus de créneaux dans une soirée. On a aussi, pour mon cas, ouvert la piscine plus tôt le matin, faire des matinales. Et on voit que bah, finalement, les gens répondent présents. On voit aussi des associations proposer des créneaux sur le temps du midi. Avant, le temps du midi, il était plutôt réservé au sport entreprise. Mais là, aujourd'hui, les associations se disent, bah, finalement, si les personnes arrivent à s'organiser pour pratiquer le midi, bah, on peut peut-être avoir un créneau là-dessus. Donc, il y a tout un travail à faire sur les créneaux. C'est assez simple à mettre en œuvre, mais on voit qu'il y a de la marge. Il y a aussi un travail à faire par rapport à ce confort qui est peut-être lié aussi à la société, où bah, je vois par rapport à nos pratiquants de football sur le territoire, à 21 heures, ils voulaient plus s'entraîner sur les terrains synthétiques. J'ai interrogé les collègues de Bordeaux, d'Agen, ils nous ont dit, mais nous, bah, ils vont jusqu'à 22h30, 23 heures. Donc c'est aussi ça. Il y a parfois aussi de la marge qu'on peut avoir si les gens se disent bah, peut-être qu'on peut aussi changer nos habitudes. L'autre gros levier qu'il y a, on le fait déjà, c'est la mutualisation des équipements sportifs présents sur le territoire, avec les collèges, avec les lycées, mais on voit bien qu'il y a parfois encore du potentiel. Là, dernièrement, j'ai rencontré un directeur d'établissement dans un lycée avec qui on mutualise, mais il y a quelques limites par rapport au contexte d'attentat. Donc, il était plutôt frileux à poursuivre ce partenariat. Euh,
une des solutions qu'on a pu trouver, ça va être de sécuriser l'accès au gymnase, avoir un accès indépendant. Quid de qui paye, toujours. Là-dessus, nous, on se dit concrètement pour la ville, si on doit payer 10 000 euros de travaux d'aménagement, 15 000 euros pour pouvoir bénéficier d'un gymnase tous les soirs et les week-ends, bah, on fonce. Donc, via une subvention d'équipement, là-dessus, on peut intervenir. Donc aujourd'hui, cette mutualisation, elle a du sens car en termes de coûts, eh bien, on mutualise aussi les coûts. C'est-à-dire que la ville va participer à 50% du coût de fonctionnement des fluides et va aussi mettre à disposition du personnel municipal pour l'entretien du gymnase. Donc il y a une réciprocité du donnant-donnant et donc il y a tout un intérêt à pouvoir dialoguer avec les différents acteurs, que ce soit les établissements scolaires, mais aussi, je pense, à des structures privées. On a un CE qui dispose d'un terrain de foot, d'un gymnase, et on a pu aussi contractualiser avec lui. Donc, l'avantage de cette mutualisation, c'est que ça fait aussi émerger des partenariats. C'est-à-dire que le club de volley qui va proposer l'activité en soirée dans l'établissement, eh bien, il va aussi proposer dans le cadre des programmes de PS ou avec les internes ou de l'UNSS ce type d'activité. Donc, ça fait aussi émerger des partenariats. Sylvain Quirion, sur l'optimisation qu'on peut faire, les enjeux d'optimisation face aux nouvelles pratiques. On va revenir après sur repenser les équipements et les questions de mutualisation. Déjà, on partage le constat qu'il y a un besoin étendu de lieux de pratique. On partage le constat qu'il y a une baisse de capacité physique chez les jeunes, qu'il y a une hausse de la sédentarité. Donc, il y a ce besoin supplémentaire de lieux de pratique. Et réinventer les lieux de pratique, c'est possible pour nous. En effet, l'idée de mutualisation, on est à fond dedans. Des équipements qui soient utilisés pour tous, par tous, c'est évidemment ce vers quoi il faut qu'on aille. Maintenant, inventer des nouveaux lieux de pratique qui soient modulables, flexibles ou transformables, j'ai envie de dire, on sait déjà faire. Des gymnases qui sont très performants d'un point de vue énergétique et qui sont même passifs d'un point de vue énergétique, on sait faire. Pour quel type de pratique? Alors pour des gymnases, pour toute pratique en gymnase en tout cas, que ce soit du volley, du badminton. Et justement, là, on est à fond sur la mutualisation et sur la modularité des espaces. Et ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est à multiplier ces bonnes pratiques, j'ai envie de dire, ces constructions qui sont positives. Alors, ça fait des gymnases qui sont relativement grands et qui sont par contre optimisés sur une pratique diverses, que ce soit pour les scolaires, pour les clubs, voire pour le haut niveau. Tout ça peut être mutualisé dans un seul et même lieu. Donc là, certes, c'est des gymnases qui sont relativement coûteux, mais c'est des gymnases qui servent à toutes et tous. C'est des gymnases qu'on va pouvoir transformer très vite d'un cours de badminton vers une pratique associative de basket qui seront très facilement rangées et réaménagées par n'importe quel type de pratiquant, que ce soit les sportifs, mais aussi les personnes qui auront moins de force physique, comme les personnes âgées, comme les personnes en situation de handicap. Donc ces équipements sportifs-là, on sait faire. Simplement, pour pouvoir réussir à les faire, il faut les penser en amont et il faut interroger en amont tous les usagers de ces espaces et n'oublier personne. C'est ce qu'on va appeler, nous, la haute qualité d'usage. C'est bien penser à demander à tous les experts de l'usage de ces équipements sportifs. Donc, pensez bien aux clubs, pensez aux scolaires, pensez aux fédérations handisport, à demander quels sont vraiment leurs besoins dans cet équipement pour pouvoir mutualiser justement ces besoins et en faire quelque chose qui soit utilisable par tous. Et là, je pense que là, on réussira à non pas multiplier les espaces, mais à, dans un même espace, réussir à y intégrer tout le monde et n'oublier personne. Guillaume Schwab, au titre de l'Agence du sport. Alors, c'est vrai que l'Agence nationale du sport, dans son ADN, a la vocation à accompagner les collectivités locales sur la construction, la rénovation des équipements sportifs. Alors, sur les équipements sportifs, on a évidemment les équipements classiques, j'ai envie de dire les centres aquatiques, les gymnases, les dojos, etc., les grands terrains de jeu. Ça, c'est quelque chose qui, par définition, sont plutôt mutualisables. En tout cas, les dossiers qui proposent une mutualisation, une diversité des usagers vont forcément être valorisés dans le choix des attributions de subventions. Après, le petit côté novateur qu'a mis en place l'Agence nationale du sport, c'est dans le cadre du plan 5000 équipements qui a été déployé depuis 2022. Jusqu'ici, l'Agence nationale du sport pouvait déjà financer des city-stades, des terrains de basket outdoor, des skateparks, etc.
Mais là, pour essayer de justement créer plus de diversité, amener de nouveaux usagers, on a par exemple sur ces types de projets imposé, obligé les porteurs de projets, notamment les collectivités locales, à signer des conventions d'utilisation, d'occupation de ces terrains. Donc ça veut dire que quand vous créez votre terrain multisport, par le passé, vous pouviez le déposer, il était majoritairement à 100% même, j'ai envie de dire, utilisé utilisé de façon libre. Aujourd'hui, il y a une convention qui est signée. C'est pour obliger, faire venir une association sur 6, 8, 10 heures sur ce city-stade pour essayer de faire venir éventuellement des scolaires, même si c'est pas toujours évident sur un city-stade, mais sur un terrain de basket, c'est faisable. C'est de faire venir des filles avec l'éclairage, parce que là, c'est des choses pareil, qu'on a mis en place. On peut rénover un équipement de proximité via l'éclairage. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas forcément. On peut avoir qu'un dossier d'éclairage. Donc, on a un city-stade qui existe. Je mets de l'éclairage, ça permet d'attirer de nouveaux pratiquants. Un autre exemple, par exemple, aussi sur les aires de fitness, on essaye d'avoir des aires de fitness avec des modules adaptés. Modules adaptés pour attirer plus de femmes. C'est pas toujours évident, pareil, sur ce type de pratique. Donc, des modules avec différentes forces. Et éventuellement, c'est encore mieux si on a des modules qui permettent d'accueillir des personnes souffrant de handicap. Voilà. Donc, là, cette question de la mutualisation, elle est un peu transversale. On la retrouve dans tous nos dispositifs et dans tous les types d'équipements qu'on essaye de financer. Dans cette idée de repenser la nature des équipements sportifs, donc on a vu que des mutualisations, ça se fait déjà. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres pistes à envisager? Et avec quel partenariat aussi entre les collectivités et les acteurs du sport, qu'ils soient privés ou publics? Oui, tout à l'heure, on évoquait les réponses immédiates. Je pense que le préalable, c'est aussi mieux connaître son territoire. Et s'il y a des élus au sport parmi nous, la première chose, je pense que c'est de travailler sur un diagnostic de territoire pour savoir clairement quels équipements on a, équipements publics, équipements privés, où on en est au niveau de la pratique sportive sur notre territoire, le nombre de licenciés en foot, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne, sous la moyenne, quel type d'équipement on a en déficit sur nos territoires. Ça permet de construire aussi tout ce qui est un schéma directeur du sport et d'appréhender l'évolution de la pratique. On l'a fait sur Pau il y a 5 ans, ça nous a coûté 40 000 euros cette étude, c'est pas neutre, mais derrière, ça conditionne 2 mandats d'investissement, pas loin de 30 millions d'euros. Et parfois, on peut passer à côté de certaines choses quand on ne fait pas ce travail-là. Ce travail-là, il va permettre aussi de se dire, mais il n'y a pas toujours une réponse en construisant un équipement. Je prends l'exemple de plateaux sportifs qui se trouvent à côté des gymnases. L'étude a révélé que dire, mais vous avez des espaces vraiment avec un fort potentiel que vous pouvez couvrir avec du photovoltaïque. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des opérateurs privés qui vous le proposent. Eux exploitent après la couverture photovoltaïque. Si vous avez les moyens, eh bien, ça rentre aussi dans une politique publique en termes d'énergie, de développement durable. Et je vois, nous, sur Pau, on a des boucles d'autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'énergie produite par les panneaux va alimenter les équipements publics dans un rayon de 2 km. Et à côté de ça, c'est important de se dire, bien, il faut aussi se projeter par rapport à la transition climatique. On en reviendra peut-être plus longuement tout à l'heure. C'est pas 2050, même si on a des scénarios à 2050 avec plus 4 degrés, c'est maintenant la transition climatique, les fortes périodes caniculaires où c'est difficile de faire sport en plein été sur un plateau sportif. Eh bien, ça va permettre ça. Ça va permettre de multiplier les usages et pour un coût moindre. Donc oui, il y a des solutions déjà avec l'existant. Après, concernant la pratique libre, l'hybridation des pratiques, c'est vrai qu'avec le plan 5000 équipements, on a vu une déclinaison de la pratique du foot, c'était l'U5, le hand, on est passé à 4 contre 4, le basket, on est passé à 3 contre 3. La semaine dernière, samedi dernier, j'ai inauguré un terrain de 5 qu'on vient de faire sur le territoire. 30 mètres par 20 mètres, 133 000 euros hors taxe le coût d'opération, 60% de subvention, ANS, FAFA, Fédération française de foot. C'est 80 000 euros de subvention, ça représente 60%. On a tout de suite un équipement qui coûte pas cher, qui va vite être mis en œuvre, qui est durable, qui est sobre. Les coûts de fonctionnement, c'est de l'éclairage LED, qui va toucher un large public. Les associations, les clubs sportifs, les scolaires, les pratiquants libres, avec notamment des fois un public éloigné. Je vois, nous, on a aussi pas mal de migrants qui venaient pour pratiquer le foot et on n'avait pas forcément d'espace à leur offrir. Et aujourd'hui, il y a des associations qui sont montées, qui travaillent avec des différentes structures d'insertion et ils ont des créneaux sur ce type d'équipement. La pratique féminine, là pour l'inauguration, on avait un match d'équipe féminine, donc
effectivement, il y a une nouvelle approche sur nos équipements. Donc parfois, ça nécessite des petits aménagements, parfois, c'est pas d'aménagement, ce sont les gens qui vont eux-mêmes s'approprier l'espace et nous, on va se dire, bah oui, il faut un point d'eau, il faut, parce qu'ils utilisent un escalier pour faire du crossfit, il faut du mobilier. Donc c'est pour ça que je pense que le préalable, c'est quand même d'avoir une bonne connaissance des équipements qu'on a sur le territoire et d'appréhender la tendance et l'évolution des pratiques, et notamment la pratique libre. Même si les gens reviennent en club, ça restera toujours à un niveau élevé. Guillaume Schwab, sur cette question des partenariats entre acteurs du sport, collectivités et euh, de l'évolution des équipements, mais aussi des réaffectations possibles de lieux. Alors, dans le cadre du plan 5000 équipements, effectivement, l'Agence nationale du sport a contracté, a signé des conventions cadres avec certaines fédérations pour développer des nouveaux types d'équipements. Ça a été très bien dit, avec la Fédé de hand, par exemple, pour booster la pratique du hand à 4. Donc, on a financé, par exemple, 60 terrains de hand à 4 mobiles cette année, au titre du plan 5000 équipements. On a signé des conventions, ça a été très bien dit, avec la Fédération française de football, au titre du FAFA, un cofinancement agence FAFA, 200 équipements financés qui permettent le développement du futsal ou du foot 5 extérieur. Donc ça, c'est vraiment des beaux partenariats qui fonctionnent. Et très récemment, on a signé avec la Fédération française de rugby un partenariat pour une enveloppe globale de 10 millions d'euros, 5 millions agences, 5 millions Fédération française de rugby, pour justement accompagner les collectivités sur des petits projets. Ça, c'est intéressant parce que c'était vraiment une opération coup de pouce. L'idée, c'était pas de créer des nouveaux terrains, mais c'était d'aménager, d'améliorer, d'amener le petit plus. Donc clairement, c'est rénover les vestiaires pour amener les filles sur la pratique du rugby, c'est mettre un éclairage sur le terrain de rugby parce qu'il n'y en a jamais eu, on n'arrive pas à s'entraîner l'hiver dessus. C'est refaire éventuellement une partie du terrain. Donc des petits aménagements, 50 000 euros de subvention moyenne, pas plus. Et on a réussi à accompagner 207 projets. Là, ça a été fait entre septembre et novembre. Donc là, ça répond clairement à une offre, à une demande du territoire. Donc on a à la fois identifié avec une quinzaine de fédérations les nouveaux types d'équipements attendus, le basket 3-3, le hand 4, le foot 5, etc. Et après, on crée des partenariats avec des fédérations comme le football, et le rugby pour justement aller plus loin, amener des cofinancements, essayer d'aller chercher ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages, parce que voilà, les usages ont changé, les attentes ont changé. On a évidemment les pratiques habituelles, le foot à 11, ça reste l'essentiel, mais à côté, on a le foot 5, le futsal, etc. C'est la même chose pour le basket. Sylvain Quirion, je vous pose la même Ouais, question sur cette ouais, question des partenariats. Et sur ces questions de finalement de faire plus et mieux avec ce qui existe. avec qui on travaille, Nous, on a comment on et se... avec qui on travaille justement sur les partenariats. Nous, on a au sein des établissements scolaires, il y a un certain nombre d'équipements. La problématique qu'on a sur ces équipements, hein, ce qu'on appelle intramuros de nos établissements, c'est leur très très grande vétusté, encore plus que le parc, que les parcs municipaux, hein, que le parc d'équipements sportifs des collectivités. Euh, Celui-là, il est très vétuste, voire inadapté aux pratiques fédérales. Personne ne veut utiliser les équipements que nous, on utilise au sein des établissements scolaires. Donc, il y a ce premier enjeu de mutualisation qui est possible, mais la problématique de la vétusté. Et ça, comment on peut y répondre? Est-ce que vous Eh avez ben, ce des serait, pistes? les pistes, ouais, ce serait, à notre avis, ce serait de rénover. Donc, une rénovation, ça permet déjà de faire des économies parce une rénovation Donc lourde ça, d'un c'est les équipement, collectivités donc, ce qui serait sont... aux collectivités, donc du coup, aux collectivités, donc conseils départemental et conseils régionaux, hein, et non pas aux municipalités qui parfois pour les sont collèges et les lycées. Ouais. pour les collèges et les lycées, en effet. Donc, elles, de pouvoir rénover pour pouvoir améliorer la sobriété en réduisant les coûts d'énergie. Seulement, la limite hein, de se faire, pour sortir, pas seulement être sur l'intramuros, mais faire plus et mieux avec l'existant, ça a des limites, hein, parce que, par exemple, sur la question des bassins et de l'apprentissage du savoir nager, qui nous est très important au sein des établissements, il y a 203 en France EPCI qui n'ont pas de bassin, qui n'ont aucun bassin. Donc eux, comment peuvent-ils faire plus et mieux avec l'existant? Parce que l'existant, il n'y en a pas. Donc il y a cette question quand même à la base, il y a un manque. Il y a non seulement une vétusté, mais il y a aussi un manque d'équipements sportifs sur le territoire. Euh, sur L'idée, c'est voilà, comment on construit cet héritage. Et finalement, il y a des nouveaux concepts hein, sur ce qu'on appelle l'urbanité. C'est comment on utilise la fonctionnalité des bâtiments et des lieux publics. Et cette urbanité, c'est ces lieux publics, ils doivent être multifonctionnels. Et comment on crée ces nouveaux espaces
et comment on réfléchit à ces nouveaux espaces qui doivent être multifonctionnels grâce justement à sa prise en compte. Alors, on parlait de mutualisation, mais il faut qu'il y ait des études là-dessus. Et pour finir, on évoquait les espaces extérieurs hein, comme nouveaux lieux de pratique et en libre accès. Alors nous, on est très très critique sur ces espaces qui se construisent et qui se développent parce qu'en effet, d'abord, on considère qu'ils sont alors complètement inadaptés à notre pratique, nous, de l'EPS et à la pratique culturelle du sport. Ça ne correspond pas aux besoins que nous, on a pour enseigner l'EPS. C'est-à-dire inadapté. Inadaptés d'un point de vue des conditions climatiques, par exemple, parce qu'ils ne sont pas couverts. Ils ne permettent pas, ils sont pas suffisamment grands, ils sont pas éclairés, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de sécurisation du lieu. Donc nous, on peut pas emmener une classe sur un city stade, sur un skatepark. On constate aussi que ces équipements sportifs en accès libre, ils sont bien souvent utilisés en majorité, voire exclusivement par des garçons. Donc nous, ça nous pose ce problème d'accessibilité à toutes et tous de ces équipements. Et si on accepte de rentrer dans cet engrenage, hein, selon moi, d'accepter que les pratiques se développent vers cela, pour moi, on va faire de la dégradation des pratiques sportives et on accepte que les pratiques sportives sont de plus en plus dégradées dans des espaces dégradés avec des conditions de pratique qui sont moins bonnes que ce que l'on sait faire dans des gymnases avec des éducateurs, avec des clubs, au sein des clubs, pour une pratique au long terme et non pas uniquement de la consommation une fois, one shot, avec du zapping. Donc voilà, on est Là, très c'est au critique titre sur des cela. scolaires que vous parlez aussi, c'est au titre de la C'est pratique aussi scolaire. au titre de la pratique scolaire, mais aussi au titre d'acteur en tant qu'acteur du sport, responsable aussi d'un club sportif. Voilà, je pense que ce dont ont besoin, moi, mes pratiquants, c'est pas d'aller utiliser un équipement en bas de son immeuble une fois, mais c'est d'avoir accès à des vestiaires, un point d'eau, notamment les filles, et puis aussi d'avoir accès à un éducateur à qui il va avoir confiance au sein d'un club où il va y avoir une construction aussi non seulement de la pratique sportive, mais aussi une construction sociétale et aussi voilà, de citoyens au sein d'une structure club et associative. D'accord. Mais comment on repense du coup cette pratique aussi en incluant ces questions de sobriété, de mixité? Bah, vous avez cité beaucoup de disciplines, mais ça me semble pas très mixte. Mais voilà, comment on inclut ces questions voilà, de sobriété, de mixité, et de durabilité aussi dans le temps? Est-ce qu'il faut adapter au territoire? Est-ce qu'il faut envisager la pérennité aussi de ces possibilités de pratique dans le temps? Par rapport à la transition climatique, il y a déjà des collectivités qui ont pris le virage, notamment sur le zéro artificialisation nette, des collectivités qui ont bloqué les constructions jusqu'en 2050 et qui doivent composer avec l'existant. C'est le cas d'une collectivité, une communauté de communes du sud des Landes, où derrière, bien, ils se sont dit, nous, si on doit développer une nouvelle pratique sportive, on va aller vers les sports de plein air, principalement, l'aménagement du territoire autour des pratiques de plein air. On va dire, si jamais on doit construire un équipement sportif, eh bien, ça va être sur de la réhabilitation d'un équipement existant ou sur l'emplacement d'une friche. Mais en tout cas, on sait qu'on ne pourra pas et qu'on va rentrer en concurrence avec d'autres projets autour de logements ou autres. Mais c'est aussi de se dire, peut-être que le projet, il doit intégrer du logement, mais dans le logement, on doit intégrer peut-être un niveau où il y a un équipement sportif et avoir une mixité des usages sur les futures constructions de demain. Ça, c'est aussi une approche. Concernant toujours cette problématique aujourd'hui hein, de climat, hein, parce que moi je gère aussi les écoles et on voit bien que lorsqu'il y a des fortes périodes caniculaires, il est difficile pour certains enseignants dans certaines classes bien exposées de faire cours en salle. Donc est arrivée la notion de confort d'été. Confort d'été, c'est assez récent. Avant, on faisait de l'isolation pour avoir le confort d'hiver, mais le confort d'été, c'est assez nouveau. Nous, concrètement, je prends un exemple, on a eu une salle polyvalente où il y avait dojo et une salle de danse. Un arbre est tombé dessus. Ça fait partie aussi des changements climatiques, pour pas trop exposer au vent, mais de temps en temps, là, depuis quelques années, on a des forts coups de vent. C'est poser la question de reconstruire l'équipement. On reconstruit pas. Heureusement, on a travaillé en amont avec un schéma directeur qui nous dit, oui, sur ce quartier, il y a un déficit d'équipement, équipement de proximité, il est important de maintenir. Donc oui, on reconstruit l'équipement. Ensuite, c'est est-ce qu'on part sur une construction traditionnelle ou une construction bioclimatique? Bon, on s'est dit, on va étudier les deux. On étudie les deux.
entre les deux types de construction 18% d'écart en coûts travaux. À côté de ça, au niveau des subventions, on a 21% de subventions en plus sur du bioclimatique. Donc tout de suite, on voit que le coût net pour une collectivité en s'engageant dans cette démarche-là, il est moindre. Si en plus, à côté de ça, à financeur équivalent, à côté de ça, si en plus on intègre l'effacement de la facture électrique parce qu'on a du panneau photovoltaïque, ça représente 34 000 euros d'économie chaque année. Donc, et on doit avoir une autre approche avec les collègues du service bâtiment. Ils sont dans cette dynamique-là de qu'est-ce que sera la construction demain. Là, le bâtiment dont je vous parle, c'est un bâtiment construit en paille. Donc effectivement, ça peut paraître un peu farfelu, mais il y a des gens, ça fait 15 ans qu'ils construisent des bâtiments en paille et ils ont des retours d'expérience, mais très favorables. Cet équipement-là, on s'est dit, on va aller chercher une construction bioclimatique parce qu'il est utilisé l'été. À la différence de certains équipements sportifs où l'été, c'est quand même moins utilisé. Mais là, il y a un centre de loisirs qui accueille des jeunes en situation de handicap. Du coup, on n'a pas pu valoriser ça, on a pu avoir un accompagnement de la CAF. Donc, c'est aussi pour se dire, bien, à nous, territoriaux, de se dire, bien, on peut concevoir et on doit être à l'initiative, les territoires, de nouveaux types de construction et puis aussi faire toutes les démarches d'ingénierie, de recherche de subventions pour encore plus valoriser un projet comme celui-ci. Et après, sur la mixité, par rapport, c'est vraiment un des enjeux sur les équipements hybrides. Effectivement, il y a souvent une appropriation par les garçons. Là, lorsqu'on a fait l'inauguration avec Monsieur le maire, c'était vraiment des équipes féminines, parce qu'il y a des équipes maintenant 100% féminines au niveau du foot, qui ont investi les lieux et les créneaux en soirée, c'est pour les filles, quoi. Donc, c'est aussi, je pense, quelque chose qui tente à changer, quoi. D'accord. Guillaume Schwab, sur cette question de sobriété, de mixité, d'inclusion, que fait l'Agence nationale du sport? Oui, alors en parlant de sobriété foncière, le plan 5000 équipements, avec justement l'objectif de mailler le territoire avec des petits équipements, les équipements de proximité, il répond en partie à cette problématique, parce que les équipements de proximité répondaient à 3 objectifs. C'est un, des équipements pas chers. L'idée, c'était d'en déployer le maximum en amont et en aval des JO, donc c'est des équipements pas chers pour les collectivités locales. C'est des équipements faciles et rapides à construire, parce qu'un équipement structurant, ça met 4, 6, 8 ans. Un city stade, c'est 1 an et demi, etc. Donc, déployer rapidement tous ces équipements et surtout, il y avait l'idée d'avoir une emprise foncière limitée parce qu'on sait qu'il y a une vraie tension foncière, notamment sur les zones urbaines. Donc, c'est vraiment pouvoir intégrer la pratique sportive sur des espaces qui ne sont pas forcément utilisés aujourd'hui, qui sont petits, mais on arrive quand même à mettre un terrain de 3-3, c'est extrêmement facile en milieu urbain. On trouve toujours une petite place. On n'est même pas obligé d'avoir les normes de la FFBB, mais on peut avoir quelque chose, un terrain qui ressemble à un terrain de 3-3. Donc ça, c'est super pour la pratique sportive et c'est vraiment la sobriété foncière. Je prends un deuxième exemple. C'est toujours sur le plan 5000 équipements, c'est le plan 1000 dojo qui est déployé avec la Fédération française de judo. L'idée, c'est de requalifier des équipements qui sont même pas sportifs. Donc, c'est typiquement une salle de classe qui n'est pas utilisée aujourd'hui, ou la vieille salle de motricité usée, on ne sait plus trop quoi en faire, les enfants n'y vont plus, elle est humide, etc. On la retape un peu, on met des tatamis au sol, ça devient un nouveau dojo et ça permet une pratique scolaire, sportive, associative, etc. Et voilà, on n'a pas construit, on n'a pas imperméabilisé les sols. Donc là, c'est un vrai exemple pour moi de sobriété foncière. Et après, sur la mixité, on le disait tout à l'heure, ça se décline sur tous nos types d'équipements, qu'ils soient structurants ou de proximité, avec des conventions, avec des équipements qu'on essaie d'avoir le plus adapté possible à la diversité des pratiquants. Mais voilà, tout ce plan 5000 équipements, il répond à cette double orientation, à ce double défi de sobriété foncière, mixité des pratiquants. Sylvain Quérion? Oui, sur cette question-là, très rapidement, la notion de sobriété, pour nous, elle est liée à l'exemplarité des équipements que l'on va livrer pour les générations à venir. On n'a pas le choix de passer par là. On n'a pas le choix de devoir être exemplaire sur ce que l'on va sortir de terre pour les générations à venir. Et l'exemple typique du confort d'été, en effet, dans les années 2050, 2060, 2070, le confort d'été, ce sera un sujet qui sera évidemment prégnant et pas uniquement l'été, mais je pense que ça commencera, ce sera la norme du mois de mars au mois d'octobre dans certains territoires français. Et donc, cette notion d'exemplarité, elle doit nous emmener vers des constructions bioclimatiques, en effet, et non pas ce qu'on peut voir parfois passer, de devoir adapter nos pratiques à ces conditions-là.
C'est pas les pratiques qui vont devoir s'adapter selon nous, c'est davantage nous qui devons être capables de construire des structures qui s'adaptent à ces conditions de pratique. Mais pour que ça ce soit possible, parce que on le sait, hein, les collectivités, elles ont des ressources qui sont très limitées et elles risquent de l'être de plus en plus, ces ressources limitées. Pour nous, l'État doit prendre sa part dans cette transition. Hein. Nous, ce qu'on porte, c'est qu'à chaque construction, à chaque fois que l'on va lancer un projet qui va être vertueux comme ce que l'on peut proposer, bah, c'est que l'État participe à hauteur de 50% du financement de ces équipements sportifs. Si l'État n'y prend pas sa part, les collectivités à elles seules ne pourront pas, selon nous, se lancer dans cette sobriété et répondre aux objectifs que la France s'est fixés à l'horizon 2030 et 2050. D'accord, merci. On est déjà au terme de ce débat. Les 30 minutes sont passées très très vite. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et merci au public.